Merci aussi de me donner la parole, parce qu'effectivement, j'ai coutume de dire que dans un hôpital, on n'a pas le même maillot, mais on a tous le même but. Et c'est vrai qu'il y a des fonctions qu'on connaît moins et des rôles à l'hôpital qu'on connaît moins. Et le professeur Palu a souhaité qu'on montre aussi que pour faire fonctionner un service de chirurgie, derrière, il y avait un certain nombre de contraintes. On a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé de médecine, mais il y a aussi beaucoup de contraintes organisationnelles et juridiques, on va y revenir. Alors d'abord, on va parler un petit peu de nous quand même, mais aussi de notre service de neurochirurgie pour dire que finalement, ce service, il évolue dans un environnement. Il évolue avec d'autres professionnels. On a beaucoup parlé des anesthésistes, de l'imagerie, de la neuropathologie. Et bien vous voyez, c'est en s'intégrant dans un pôle qui comporte l'ensemble de ces éléments que finalement on gagne en compétences et en expertise. Donc, dans notre pôle, on assure une prise en charge en soins non programmés. C'est très souvent en urgence qu'on se rend compte d'un certain nombre de problématiques. On pense notamment aux AVC, c'est pas le sujet du jour, mais on a une grosse partie de notre prise en charge qui s'organise de manière non programmée avec des activités d'urgence. Vous le savez certainement, notre site est un site de ce qu'on appelle grande garde, c'est-à-dire que tous les 6 jours, nous assurons pour l'ensemble du territoire francilien la prise en charge des urgences neurochirurgicales. Et ça, tous les établissements qui ont cette autorisation de neurochirurgie assurent cette garde, donc la permanence, toute nuit et week-end, à tour de rôle toutes les nuits. On s'intègre évidemment dans des filières de pathologies complexes. On a beaucoup parlé de neuro-oncologie aujourd'hui, mais évidemment, il y a tout ce qui tourne autour de l'épilepsie, des maladies neurodégénératives, des troubles cognitifs en lien avec mémoire et langage, des maladies type Alzheimer et autres, et puis des consultations très spécialisées. On a parlé de la douleur, on a aussi des consultations d'ophtalmo, vous en parlerez. Alors on voit à quel point ce champ de la tête implique de nombreux partenaires. Ça implique aussi, on le dit, un plateau technique de pointe. On a la chance, on va le revoir, d'avoir un beau bâtiment. Vous avez vu quelques images, mais derrière le beau bâtiment, il fallait aussi avoir un équipement de pointe. Et donc, on a 6 salles de bloc et 2 IRM 3T dans cet hôpital. On espère prochainement, dans quelques temps, avoir un 3e IRM. C'est aussi donc des consultations, des séjours. 15 000 séjours par an, donc vous voyez une grosse activité d'hospitalisation, et puis 2500 interventions au bloc opératoire, avec un bloc, je l'ai dit, qui fonctionne tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, notamment pour les urgences. On l'a un peu évoqué, on a une petite spécificité ici à Sainte-Anne, c'est qu'effectivement on a une sensibilité avec le monde de la psychiatrie et des interfaces avec eux, et chacune des disciplines finalement vient nourrir l'autre et faire progresser à la fois la prise en charge des patients, mais aussi la science, puisque se développent des prises en charge communes sur des pathologies particulièrement complexes. Alors le rôle du GHU, c'est comme ça qu'on me le disait, c'est vrai qu'on voit souvent les docteurs, on voit les infirmiers, mais on ne voit pas tellement tout ce qui tourne autour, et notamment le fait qu'on ne peut pas pratiquer de la neurochirurgie où on veut. Quand on est à un hôpital, le directeur ne peut pas dire « tiens, je trouve ça super intéressant de s'intéresser au cerveau ». Il doit, pour être autorisé à pratiquer cette activité de neurochirurgie, déposer un dossier auprès de nos tutelles qui s'appelle l'Agence régionale de santé. Donc il y en a une par région, chaque région est autonome, et l'Agence régionale de santé a défini ce qu'elle appelle un projet régional de santé. Dans ce projet, elle dit quels sont mes objectifs pour ma région pour les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'il faut évidemment conforter, qu'est-ce qu'il faut développer de nouveau, et elle va autoriser, elle va dire je vais autoriser un certain nombre de sites. J'ai besoin d'avoir 6, 7, 8 sites de chirurgie, 15 maternités, etc. Ils vont l'autoriser, ils vont pas autoriser directement les établissements, mais ils vont faire une évaluation des besoins pour dire pour répondre aux besoins de mon territoire, j'ai besoin de 6 implantations, 8 ou 10 dans mon territoire. Et là, les établissements vont déposer un dossier. Évidemment, pour déposer un dossier, pour être autorisé, il faut déjà avoir les équipes, avoir les locaux, avoir les équipements, les chirurgiens bien sûr et les soignants. Et puis on va déposer ce dossier à l'Agence régionale de santé qui va l'expertiser. Il y a tout un rapport d'instruction. On est parfois un petit peu challengé, on nous pose des questions. Alors, on n'imagine jamais qu'on va donc fermer notre institution du jour au lendemain, mais pour autant, les tutelles sont très vigilantes à qui elles autorisent, et notamment on regarde un élément
ça a été dit tout à l'heure, de volume d'activité. Pour bien pratiquer, il faut effectivement être concentré sur ce qu'on fait, mais aussi il faut en faire beaucoup. Et plus on en fait, a priori, mieux on le fait. Donc nos agences sont très vigilantes pour éviter qu'il y ait des lieux où finalement il y a des niveaux d'activité un peu faibles qui ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Alors une fois qu'on est autorisé, c'est un petit peu pénible, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est des dossiers administratifs et puis un peu pas très, c'est un peu roboratif, hein, mais au moins on est autorisé pour 7 ans avec, si l'agence l'estime nécessaire, une visite sur place de conformité. Ils ne sont pas venus nous voir, ils nous ont tout récemment, je vous ai mis, nous avons pu être tout récemment renouvelé dans notre autorisation. Et alors en plus pour cette activité, il nous en faut 2, parce qu'il faut une activité, une autorisation pour la neurochirurgie d'une part, et deuxièmement, il faut une autorisation pour le traitement du cancer, puisque s'agissant des tumeurs, c'est une classification qui entre dans la cancérologie. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons 2 autorisations pour cette activité de neurochirurgie dont nous sommes très fiers. Alors, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Je l'ai un peu dit, le volume d'activité, mais ils vont regarder de manière très précise. Hein, il y a je vous ai mis la référence du décret, mais j'imagine que voilà, c'est pas passionnant à les lire, mais il y a des conditions techniques de fonctionnement qui sont très exigeantes et qui nous disent par exemple, eh bien, il vous faut un bloc interventionnel avec plusieurs salles d'intervention protégées. Ça veut dire concrètement avoir des dispositifs, si vous faites de l'imagerie par exemple, il faut pouvoir protéger, plomber les salles, etc. Et évidemment avoir accès aux locaux techniques, ça paraît rien, mais quand l'équipement tombe en panne tout à coup, voilà, la question de la maintenance et de l'accès à ces locaux techniques est absolument essentielle. Il y a très très régulièrement, évidemment, des passages des équipes compétentes pour assurer ces maintenances. Ensuite, on nous dit, eh bien, il faut toutes les bonnes fonctions, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir préparer le patient en amont, réaliser les actes de soins et de chirurgie qui impliquent, on l'a bien vu, hein, des anesthésistes, des chirurgiens, des orthophonistes, et puis assurer la surveillance post-interventionnelle. Vous avez vu l'image d'une salle qui n'est pas la nôtre, mais qui est très bien aussi. Et donc, vous voyez, après la chirurgie, il y a toute une surveillance, là encore, par l'équipe d'anesthésie-réanimation. Et puis, on a toute une gestion autour de produits de santé, donc un support avec une pharmacie, des questionnements parfois, vous voyez, sur est-ce qu'on dispose de tel ou tel médicament, c'est aussi des choix d'établissement, donc toute une gestion de l'aspect produit de santé et évidemment des équipements qui sont nécessaires. Alors, vous voyez, les textes ne sont pas toujours très précis, ce qui servent les directeurs et ce qui parfois agace les équipes de soins, parce qu'on nous dit bon, il faut être doté des moyens pour garantir la qualité et la sécurité des actes. Alors, vous parliez tout à l'heure des ressources orthophonistes, par exemple. Il n'y a aucun texte qui dise à un directeur, vous devez avoir 3 orthophonistes dans votre service. Il n'y a aucun texte qui vous dise, vous devez avoir 9 chirurgiens. C'est pas comme ça que c'est appréhendé dans les textes. C'est aux directions, en lien avec les équipes, de définir quel est le bon niveau, quels sont les besoins. Il y a certains textes qui sont beaucoup plus cadrans, notamment en réanimation, où on vous dit il faut une infirmière pour 5 patients. Pardon, une infirmière pour 2 et demi, il faut 2 infirmières pour 5. Donc là, c'est beaucoup plus cadré, mais en neurochirurgie, on n'a pas cette précision des textes, et donc, en fonction de la lourdeur des prises en charge, on estime qu'on va avoir un infirmier, 2 infirmiers, ou un infirmier aide-soignant, enfin, en fonction, on va mettre les moyens nécessaires, ce qui peut-être explique que vous n'ayez pas, en fonction des établissements où vous êtes pris en charge, les mêmes professionnels. Il y a des ressources plus rares que d'autres et plus tendues, notamment les orthophonistes, donc c'est pas toujours évident d'en recruter à l'hôpital et puis surtout de les garder. On est très fiers du travail qu'on a pu faire avec Bénédicte. Et puis évidemment, il y a un aspect extrêmement important, vous avez beaucoup parlé de la sortie, c'est l'aspect continuité des soins. On ne doit pas vous lâcher dans la nature comme ça a déjà été dit. On doit vous donner des éléments d'information qui vous permettent de repartir sereinement et puis veiller à la suite et notamment la rééducation. Vous voyez, les textes nous le disent, normalement on doit dès le départ organiser ce parcours qui va jusqu'à la rééducation. Alors concrètement, nous, le GHU, de manière, là je vous ai dit ce que tous les établissements devaient faire, nous, je crois qu'on a essayé d'être très soutenant avec cette activité. D'abord, on a la chance d'avoir une institution qui a soutenu la construction d'un nouveau bâtiment,
il est quand même très beau, je crois. C'est plus de 80 millions d'euros qui sont investis à ce moment-là. Donc c'est pas rien pour... c'est de l'argent public, mais vous voyez, on espère bien l'utiliser. Et on a eu la chance d'avoir ce nouveau bâtiment qui a été inauguré en 2024. Pour ceux qui l'ont vécu, évidemment, quand on déménage, des petites périodes un peu de tension et de rodage quand on s'installe dans un nouveau bloc. Mais je dois bien le dire, je trouve que chez nous, ça a été particulièrement efficace. On a déménagé et le 12 mars, on avait notre première intervention qui a roulé comme si les chirurgiens connaissaient déjà parfaitement leurs nouveaux équipements. On a un très beau plateau technique, on a des équipements, on a pu renouveler tout ce qui était matériel, notamment d'imagerie, et upgrader le matériel chirurgical. Et puis on a, je dis, des équipes pluridisciplinaires, on voit bien sur les images du bloc, il y a beaucoup de monde, mais globalement dans notre pôle, on a la chance d'avoir beaucoup de disciplines très nombreuses et du coup d'avoir des relais et des interactions entre les professionnels. Un point important aussi pour un hôpital comme Sainte-Anne, c'est de ne pas travailler seul. Il faut absolument pouvoir créer du réseau. On peut pas, on l'a dit tout à l'heure, on est hyper spécialisé, donc il faut pouvoir s'adresser à d'autres hyper spécialistes quand nous on ne sait pas faire. Et il faut aussi être connu de ceux qui voudraient nous adresser et qui fassent savoir que nous sommes des hyper spécialistes. Donc dans notre pôle, on a à cœur toujours d'avoir beaucoup de partenariats. Vous voyez sur notre petite cartographie, elle est parfois loin de l'Île-de-France. On s'éloigne parfois, mais on a 60, plus 70 conventions avec des partenaires plutôt en Île-de-France, mais pas que. Et puis, je vous ai mis les effectifs, on en a parlé, voilà, faire fonctionner un service de soins, c'est au minimum, et hors personnel médical, c'est au minimum 40 personnes pour arriver à faire tourner jour, nuit, un service de 28 lits. Notre rôle aussi, c'est d'être à l'écoute, et cette journée le montre bien, d'être à l'écoute des patients. Et donc, notre rôle en tant qu'institution, c'est, après avoir accompagné les équipes et leur avoir offert un bel outil de soins, d'offrir à nos patients une qualité hôtelière à la hauteur de ce qu'ils souhaitent et puis de ce qu'ils attendent, et puis ce qui légitimement leur est dû. Donc dans notre nouveau bâtiment, on a pris une attention particulière à ce sujet-là. On a la chance au GHU Paris de disposer d'un laboratoire de l'hospitalité. C'est toute une démarche autour du design pour essayer d'intégrer le point de vue de l'usager. C'est pas des médecins, c'est pas des soignants, donc ils viennent, ils nous disent mais écoutez, vos plafonds affreux pour les patients qui sont allongés, c'est horrible, vous avez des lumières qui sont très violentes pour les patients. C'est des choses qu'on pense peut-être pas quand on est sur ses deux pieds et qu'on n'est pas sur un brancard, donc des choses toutes bêtes comme ça qu'on a intégrées dans notre conception. On sait aussi que parfois on s'ennuie à l'hôpital, nos séjours sont relativement courts et on n'est pas toujours en grande forme, mais quand même, que ce soit pour le patient ou pour son accompagnant, on a voulu lui offrir un système qui permette d'être un peu dans les codes actuels de l'innovation. On peut évidemment regarder la télévision, écouter la radio, mais aussi Internet, Netflix, etc., avec des tablettes dans les chambres. On a essayé d'avoir un bâtiment qui faisait beaucoup de place à l'aération, à la lumière, de manière à ne pas se sentir enfermé. C'est souvent un peu le cas à l'hôpital. Alors c'est très blanc parce que c'est un peu neuf, mais on compte bien mettre au fur et à mesure un peu plus de couleurs. Et puis, je l'aurais dit, un équipement technique, c'est la base, mais voilà, nos chambres ont pu bénéficier, notamment pour les soins critiques, d'un équipement assez pointu, très pointu dans toutes les chambres. On a eu beaucoup de chance. Voilà pour la partie de ce qu'on peut faire. Et la dernière chose qu'on peut faire et qu'on doit faire et dans laquelle le GHU s'engage, pas que lui, beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le partenariat en santé. Et je vais vous passer un petit film. Dans le GHU Paris, on est beaucoup parti du monde de la psychiatrie pour développer ce partenariat en santé. Donc peut-être dans certains aspects, on s'y retrouvera moins nous ici en neurochirurgie. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à un moment, le patient, non seulement doit l'écouter dans le cadre de sa propre prise en charge, mais ce patient, il peut en plus apporter après à l'hôpital un autre regard, une autre expertise. Et petit à petit, vous savez, comme c'est dur de mobiliser des moyens financiers pour trouver ces relais-là, mais on essaye d'intégrer dans nos équipes des patients jusqu'à les professionnaliser, c'est-à-dire les avoir comme salariés de l'hôpital. Ça existe en psychiatrie avec des formations. Et donc, je vous propose ce petit film, j'espère qu'il va fonctionner, sur le partenariat en santé au GHU. Le partenariat en santé, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, lorsque l'on est malade, on va voir un médecin. Il nous dit ce que l'on doit faire et on exécute ses prescriptions. C'est comme ça. En même temps, c'est lui qui sait, non?
Eh bien, le partenariat en santé, c'est faire évoluer cette relation soignant-soigné. Mettre en place le partenariat en santé, c'est donc la volonté de faire évoluer les systèmes de santé en intégrant les besoins complets des patients et de la population et ne plus s'arrêter aux seules maladies, en faisant confiance au savoir dit expérientiel, né de l'expérience des usagers, mais aussi de leurs proches ou de leurs aidants. Pourquoi mettre en place le partenariat en santé? Pour améliorer la qualité des soins, améliorer l'expérience et le vécu des patients et proches au sein du GHU Paris, notamment en écoutant et en prenant en compte leurs paroles. Améliorer l'offre et les parcours de soins des usagers en les construisant avec eux. Améliorer les conditions d'exercice du travail des professionnels en passant par l'amélioration des relations des professionnels avec les usagers. Alors, si le GHU Paris expérimente depuis de nombreuses années cette approche du soin, aujourd'hui, il décide d'aller encore plus loin pour les années à venir et construit le partenariat en santé sur 3 axes. 1. Le patient comme partenaire de ses soins. Les décisions entre le patient et son équipe de soins sont copartagées, en s'appuyant à la fois sur les compétences professionnelles et scientifiques de l'équipe soignante et sur l'expérience du patient. Un petit exemple, le plan de prévention partagé. Le patient identifie, avec son équipe soignante, d'un plan d'action allant de la prévention à la crise elle-même, comme ne pas me toucher, me poser des questions fermées, me permettre d'écouter de la musique très forte avec mes écouteurs ou m'empêcher absolument de contacter mon employeur. 2. Le patient ressource intervenant auprès de ses pairs et des professionnels. Dans les services de soins, les pairs aidants professionnels sont des personnes ayant eu une expérience en tant qu'usagers, engagées dans un parcours de rétablissement et qui se sont formés pour intervenir auprès des autres. Leur expérience de la maladie, de l'hospitalisation, des traitements, mais aussi du rétablissement, permettent aux pairs aidants de mieux accompagner les patients à chacune des étapes qu'ils traversent et une meilleure collaboration de tous. 3. Le patient co-leader intervenant au niveau de la vie institutionnelle. L'idée, c'est d'associer les patients et les proches aux projets et aux décisions de l'hôpital, toujours avec l'objectif de mieux prendre en compte leurs attentes et leurs besoins en les intégrant dans les équipes projets. Alors voilà, le partenariat en santé, c'est tout ça. Et pour tracer ce nouveau chemin vers le rétablissement et cette nouvelle relation soigné-soignant, on compte sur vous. Voilà, donc vous voyez, cette présentation, il y avait un moment qui était un peu plus orienté plan prévention, c'est dans le psychiatrique que ça s'adresse, mais vous voyez bien l'idée, et donc, eh bien, moi je lance un appel pour le GHU Paris, en tout cas à tous nos patients, à rejoindre cette aventure autour d'expérience patient, et puis on continuera à soutenir les équipes. Je vais laisser la parole à ceux qui au quotidien qui font ce lien entre nos patients, les associations et la maison des usagers. Merci.